Dans l'actualité de ce 31 décembre, les vœux présidentiels. Dans 2 minutes tout juste, Nicolas Sarkozy s'adressera aux Français sur fond de crise, mais avec un discours qu'on annonce positif. La guerre va continuer à Gaza. Israël rejette la trêve, faute de garantie sur les intentions du Hamas. L'épopée d'une famille de touristes français aux Caraïbes. Après le naufrage de leur bateau, ils sont passés 3 jours sur un radeau avant d'être sauvés. Enfin, glissade et dérapage dans l'est de la France. Le verglas, toujours là, a encore provoqué des dizaines d'accidents. La plus grande prudence est donc recommandée cette nuit. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal de l'année. Au programme aussi ce soir, un tour de France des réveillons. Nous serons en direct à la fin de cette édition à Paris, chez un grand chef, à Lille pour un repas gratuit, à Marseille ou encore à Kaboul avec nos soldats. Et avant toute chose, un avant-goût de la nouvelle année. Une partie du monde, décalage horaire oblige, a déjà basculé en 2009. Claude Sampère. Un des premiers comptes à rebours de cette fin d'année à Sydney. Il était 14 h en France et déjà minuit en Australie. Un pays qui a décidé de faire un pied de nez à la crise financière et au climat morose de cette fin d'année. Pour célébrer 2009, les Australiens s'offrent un feu d'artifice grandiose. Coût de la fête, 2,5 millions d'euros. Quelques heures plus tard, c'est au tour de la Chine de rentrer en 2009. Une grande fête à Pékin et un beau feu d'artifice à Hong Kong. Certaines capitales ont toutefois décidé cette année de réduire leur budget à cause de la crise. Et dans plusieurs pays arabes, notamment en Égypte, à Dubaï, en Jordanie, les festivités ont été annulées à cause des événements de Gaza. En France, plus que quelques heures à attendre. Et tout de suite, direction l'Elysée pour ses vœux présidentiels avec quelques petites innovations. Nicolas Sarkozy, qui est revenu hier de ses vacances au Brésil, sera debout dans la bibliothèque et non plus derrière le bureau présidentiel. On écoute les vœux du président de la République. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. C'est la raison pour laquelle je veux penser d'abord à ceux que la vie a durement éprouvés, à ceux qui ont perdu leur emploi, sans y être pour quoi que ce soit, à ceux qui sont victimes d'injustice, à ceux qui doivent affronter l'absence d'un être cher. Je veux penser à nos soldats qui en ce moment même risquent leur vie pour notre sécurité et pour la paix. Je veux penser à leurs familles qui vivent douloureusement cette séparation, et plus encore à ceux qui pleurent un fils, un mari, un fiancé, un père. Pour tous les Français, cette année a été difficile. La crise économique et financière mondiale est venue ajouter son lot de peines et de souffrances. Chacun d'entre vous en subit les conséquences. Face à cette crise, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Cette responsabilité, je l'assumerai pour que tous ceux qui en ont besoin soient protégés par l'État et que notre pays sorte plus fort de cette épreuve. Depuis que les difficultés sont apparues, je vous ai toujours dit la vérité et j'ai agi. C'était mon devoir. Le pire aurait été que dans cette situation, chaque pays décide sans se préoccuper des autres. Les initiatives que j'ai prises au nom de la présidence française de l'Union européenne pour coordonner l'action de tous les Européens et pour réunir les chefs d'État des 20 plus grandes puissances mondiales à Washington ont permis d'éviter que le monde s'engage sur la pente du chacun pour soi qui aurait été fatale. De même, l'immobilisme serait une faute. J'ai promis que les mêmes causes ne produiraient plus les mêmes effets. La France a exigé des changements pour moraliser le capitalisme, promouvoir l'entrepreneur sur le spéculateur, sanctionner les excès inacceptables qui vous ont scandalisé à juste titre, pour redonner à la dimension humaine toute sa place dans l'économie. Nous obtiendrons des résultats lors du prochain sommet de Londres, le 2 avril. Dans une période de crise, comme le monde n'en avait pas connu depuis bien longtemps, j'ai essayé de changer l'Europe.
Depuis toujours, j'ai la conviction que l'Europe ne doit pas subir, mais agir et protéger. Avec la réponse commune à la crise financière, la résolution de la crise géorgienne, la création de l'Union pour la Méditerranée, l'accord sur le climat et l'énergie, la preuve est faite désormais que c'est possible. Ce n'était qu'un premier pas, il faut continuer, car je reste persuadé que le monde a besoin d'une Europe forte, indépendante, imaginative. Les difficultés qui nous attendent en 2009 seront grandes. J'en suis pleinement conscient. Je suis plus décidé que jamais à y faire face, avec le souci de la justice, avec l'obsession d'obtenir des résultats. Après avoir préservé les économies de chacun grâce au plan de sauvetage des banques, ce sont les emplois de tous qu'il faut désormais sauver. Le plan de relance massif de l'investissement de 26 milliards d'euros qui a été décidé y contribuera. C'est un effort considérable. Des mesures ont été arrêtées pour sauver notre industrie automobile, en contrepartie de l'engagement des constructeurs de ne plus délocaliser leur production. D'autres initiatives seront prises avec le fonds souverain dont nous nous sommes dotés pour préserver notre tissu industriel. Nous serons pragmatiques, attentifs, réactifs, et s'il faut faire davantage, nous le ferons, mais en gardant notre sang-froid. Les difficultés, mes chers compatriotes, nous avons les moyens de les affronter, à condition d'être solidaires les uns des autres. Je ne laisserai pas les plus fragiles se débattre seuls dans les pires difficultés. Dans l'épreuve, la solidarité doit jouer sans que le travail soit découragé. C'est pourquoi j'ai voulu que soit créé le RSA qui s'appliquera pour la première fois en 2009. Désormais, chaque Français qui reprendra un travail sera encouragé, valorisé, récompensé. Pour nous en sortir, chacun devra faire des efforts, car de cette crise va naître un monde nouveau auquel nous devons nous préparer en travaillant plus, en investissant davantage, en poursuivant les réformes qu'il n'est pas question d'arrêter car elles sont vitales pour notre avenir. Durant l'année 2009, nous réformerons l'hôpital, dont les personnels sont admirables de dévouement et de compétence. La formation professionnelle, indispensable pour que chacun ait la chance d'un emploi. Notre organisation territoriale, que tant de conservatisme ont rendu inextricable. La recherche, qui conditionne notre compétitivité. Je pense aussi à la réforme du lycée, qui est nécessaire pour éviter l'échec de tant de nos enfants dans l'enseignement supérieur et l'injustice qui fait que tant de fils et de filles de familles modestes n'ont pas les mêmes chances que les autres. J'ai demandé que soit pris le temps de la concertation, parce que prendre le temps de réfléchir ensemble, ce n'est pas perdre du temps pour la réforme, c'est en gagner. Je pense enfin à la réforme de notre procédure pénale, si importante pour mieux protéger nos libertés individuelles, dont la nécessité s'est faite jour plusieurs fois de façon cruante durant l'année écoulée. Mes chers compatriotes, toutes ces réformes, je les mènerai avec le Premier ministre François Fillon et le gouvernement. Non par esprit de système, mais parce qu'elles sont la condition qui permettra à la France de se faire une place dans ce nouveau monde qui se construit. Ainsi, nous deviendrons plus compétitifs, plus innovants, et en même temps, nous préserverons les valeurs qui font notre spécificité, le travail, l'effort, le mérite, la laïcité et la solidarité, sans laquelle aucun effort n'est acceptable. Enfin, la France continuera d'agir en Afrique, en Asie et bien sûr au Moyen-Orient, où je me rendrai dès lundi, parce que c'est la vocation de la France de chercher partout les chemins de la paix, comme c'est dans sa vocation d'agir pour les droits de l'homme. Mes chers compatriotes, la crise nous oblige à changer plus vite et plus profondément. La crise est une épreuve, elle est aussi un défi. Ce défi-là, je veux le relever avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Nous avons des atouts considérables. Il y a dans le peuple français, quand il est rassemblé, assez d'énergie, d'intelligence et de courage
pour que nous ayons ensemble confiance dans l'avenir. Nous allons sortir renforcés de cette crise. Du fond du cœur, je présente à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour 2009. Vive la République et vive la France. Voilà donc pour ces vœux adressés aux Français, enregistrés il y a 1 heure environ et diffusés donc à 20 h. On va retrouver en direct de l'Élysée Michaël Darmon. Bonsoir Michaël. D'abord, il y a cette information, le président de la République va effectuer une tournée au Proche-Orient lundi et mardi dans le contexte qu'on connaît. Vous avez des précisions? Oui, tout à fait. Cette tournée s'est décidée, s'est montée durant toute la journée. Les équipes de la cellule diplomatique ont travaillé d'arrache-pied pour y parvenir. C'était pas simple. Alors après les vœux donc aux armées prononcés au sud Liban comme c'était prévu, il y aura donc une tournée qui se fera en Cisjordanie, en Égypte, en Syrie et également en Israël. Nicolas Sarkozy tentera de lancer les conditions d'un dialogue pour résoudre cette crise ici donc à Gaza. Bien, et puis il faut dire que, Michaël, que les vœux de ce soir ne sont qu'un point de départ. Nicolas Sarkozy va effectuer, on pourrait dire, une autre tournée, mais en France, celle-là, un vrai marathon en fait. Oui, en fait, c'est une véritable mini-campagne électorale qui va se dérouler durant tout le mois de janvier. Nicolas Sarkozy va prononcer des vœux thématiques sur la culture, sur la santé, sur l'éducation, la sécurité dans des villes de France qui ont été soigneusement choisies. De cette manière-là, il va continuer à dérouler le message qu'il a délivré ce soir à propos de la crise, à propos de la solidarité, à propos de la relance nécessaire. Vous savez, il avait promis le plein emploi durant sa campagne électorale, le retour au plein emploi et bien sûr l'explosion du système économique fait voler en éclats cette promesse. Il ne lui reste donc que le volontarisme, cette seule dernière potion magique qui lui reste. Et ce qui est certain, c'est que les débats politiques en 2009, eux, ne connaîtront pas la crise. Michaël Darmon à l'Élysée. Merci Michaël. Alors plusieurs autres leaders politiques avaient grillé la politesse en quelque sorte à Nicolas Sarkozy. Ils ont adressé leurs vœux sur Internet. C'est la tendance cette année. Thierry Curtet. Le 31 décembre, la politique devient surtout du polyclic. Si l'Élysée attend 20 h, les opposants ont pris de l'avance, à coups de souris. Bon, il faut un peu chercher, mais pour Martine, François, Noël et les autres, présenter ses vœux, c'est devenu un passage obligé, et plutôt classique. Chère Bordelaise, cher Bordelais. Pas un ne regrette l'année 2008 et la crise économique. C'est en 2008 qu'éclate l'orage que nous annoncions depuis des années comme l'inéluctable conséquence d'un mondialisme débridé. Je voudrais aussi vous dire qu'en 2009, alors que notre pays va mal, que les mesures ne sont pas prises pour pouvoir sortir de cette crise, les socialistes seront auprès de vous, auprès de chacun d'entre vous. Nous avons une obligation pour l'année nouvelle, c'est d'inventer un modèle nouveau. Et au fond, ces vœux n'ont qu'un sens, c'est de dire qu'il existe un autre chemin. Il n'y a que le Parti communiste pour ne pas mettre en avant son leader. Je le ferai tout simplement. Lui a plutôt choisi de détourner la parole présidentielle. J'avais choisi pour présider au décider de notre pays. J'ai voulu tout mettre en œuvre. Je te jure. Autre titre de l'actualité, l'aventure imprévue d'une famille française dans les Caraïbes. Il s'agit d'un couple et de leurs 2 enfants. Ils passaient les vacances sur un bateau. Après un naufrage, ils ont passé 3 jours à dériver sur un radeau avant d'être secourus. Fanny Stenler. Ce devait être une croisière de rêve pour cette famille. Noël dans les Caraïbes à bord de leur bateau, l'île des Halles. Et là, c'était sans compter une mer déchaînée. Le 26 décembre à l'aube, une vague brise la coque du catamaran. La famille doit évacuer en urgence et se réfugie sur un canot de survie. 24 heures après, les naufragés réussissent à contacter un cargo qui tente de venir à leur secours, mais la mer est trop démontée. La mer, il faut vous dire qu'il y avait des creux de 4-5 mètres. Il est resté plus de 2 heures autour de nous. On ne pouvait pas manœuvrer. Il y avait une mer tellement forte. Et avec 2 enfants à bord, ce n'était pas gérable sans une perte de vie humaine. Le cargo repart, la famille reste 2 jours sans nouvelles, seule en pleine mer. On a imaginé le pire de la situation. Là, on s'est regardé vraiment et on a continué à lire le manuel de survie qui est livré dans le
pour voir combien de jours qu'on pouvait tenir avec la quantité d'eau qu'on avait à bord. Finalement, c'est un contact radio avec un avion qui les sauve. J'en ai eu les larmes aux yeux, si vous voulez, hein, parce qu'on s'est dit, ça y est, on est sauvés, quoi. Dans quelques heures, on va être sur un bateau. C'est un merveilleux cadeau de Noël et nous allons être survivants en 2009. Après une escale à Trinité et Tobago, ce soir, lorsqu'il sera minuit, la famille sera au milieu de l'Atlantique, mais cette fois dans l'avion du retour pour la France. Pas de relâche pour les intempéries, la vague de froid se poursuit et les pluies verglaçantes ont encore provoqué beaucoup d'accidents. Dans l'est de la France, il fallait être très adroit pour circuler en voiture et même à pied. Franck Genozo. Ce matin, les Lorrains ont eu bien du mal à aller travailler. Routes impraticables, chaussées glissantes, bus restés au dépôt, trop dangereux de les faire circuler et même une trentaine de trains régionaux supprimés à Metz. Le verglas a paralysé la ville. Nos agents qui empruntent le réseau routier, pour certains, n'ont pas pu accéder à la gare et prendre leur service. Résultat, journée compliquée pour les usagers. Ça fait une demi-heure que j'attends. Apparemment, il n'y a pas de bus, donc j'attends un ami qui vient me chercher. La pluie verglaçante a causé une centaine d'accidents dans le Grand Est. Sur l'autoroute A35, la circulation a même été un temps interdite aux poids lourds. Ce soir, la situation s'améliore. Météo France a levé son alerte orange. Les autorités recommandent tout de même la plus grande prudence pour cette nuit de réveillon. Surtout, prévoyez un plan B qui consiste soit à réveillonner chez vous, soit à passer la nuit chez vos amis. Ne prenez aucun risque ce soir. Route dangereuse, transport paralysé, reste la marche à pied. Le moyen le plus sûr de passer l'année, quoique. Il est 20h15 à suivre la dernière séance. Pour ceux qui y ont placé leurs économies, la bourse a conclu ce soir une année catastrophique, moins 42% à Paris. Le casse-tête des SMS, vous allez envoyer en quelques heures 250 millions de textos de bonne année. On verra comment fonctionnent les réseaux. Et puis notre tour de France des réveillons, de 0 à 800 €. Nous serons en direct à Lille, Paris, Marseille et Kaboul. Mais d'abord le Proche-Orient, pas de trêve donc à Gaza. Israël a rejeté les propositions françaises et européennes, faute de garanties sur les intentions du Hamas. La diplomatie n'a donc pas fait taire les armes. Sur place, Dorothée Oliéric, Talal Abourameh. Les bombes israéliennes se sont abattues sur plusieurs bâtiments officiels du Hamas. Gaza City, éventré, se couvre de gravats. Les raids moins nombreux qu'hier ont tué des activistes du mouvement islamiste, mais aussi une infirmière et un médecin. C'est à l'hôpital Shifa de Gaza que le médecin palestinien est décédé. Un ministre du Hamas a fait le déplacement pour lui rendre hommage, alors que tous les autres membres du gouvernement restent cachés. Ce crime reflète la sauvagerie des Israéliens contre notre peuple. Il vise les civils. Selon les services d'urgence à Gaza, 393 Palestiniens auraient été tués et plus de 1900 blessés. Au 5e jour de l'offensive, les forces israéliennes ont ciblé plusieurs attaques sur les miliciens et leurs lance-missiles. Opération manifestement réussie. Les roquettes, c'est le cauchemar de tous les Israéliens. Une cinquantaine d'engins de ce type ont touché aujourd'hui le sud du pays. Quant à cet homme, filmé par une vidéo de surveillance, il a échappé de peu à une mort presque annoncée. Pour la première fois, Beersheva, à environ 40 km de la bande de Gaza, a été elle aussi la cible des missiles du Hamas. L'école touchée était vide. La rentrée des classes n'a pas eu lieu pour cause de guerre. La peur a ensuite vidé les rues, d'ordinaire très animées. Avec les tirs de missiles qui vont de plus en plus loin, le nombre d'Israéliens potentiellement sous la menace augmente. La presse israélienne parle de plus d'un demi-million d'Israéliens sous le feu du Hamas. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct de Jérusalem et on essaye de comprendre avec vous ce qui est en train de se passer. D'abord, est-ce que l'idée d'une trêve est définitivement enterrée ? Absolument pas, même si on parle ce soir d'une intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza. Les efforts diplomatiques se poursuivent. Tzipi Livni, la ministre israélienne des Affaires étrangères, sera demain à Paris pour préparer la visite du président Sarkozy et discuter de l'initiative franco-européenne. Et puis il y a également le Premier ministre turc qui est dans la région, Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine. Tous préparent, œuvrent pour tenter de parvenir à une sortie de crise. Charles, est-ce que le principal problème ne vient pas du manque d'interlocuteurs pour négocier, puisque le Hamas ne reconnaît pas Israël et que la plupart des pays occidentaux ne reconnaissent pas le Hamas ?
C'est effectivement un des problèmes, mais il y a des intermédiaires, par exemple le Qatar, qui a de très bonnes relations, aussi bien avec Israël qu'avec le Hamas. Le Premier ministre turc a certainement rencontré le chef du Hamas à Damas. Donc il y a des contacts indirects avec le Hamas. Charles Anderlin à Jérusalem. Merci Charles. En bref, encore à l'étranger, en Espagne, l'ETA finit l'année par un attentat contre la télévision basque à Bilbao. Tout le monde avait été évacué après un appel anonyme. Il n'y a donc pas de blessés, mais de très gros dégâts. C'est une fourgonnette piégée qui a explosé. ETA pourra commettre des attentats, mais elle perdra toutes les batailles, a commenté le chef du gouvernement, José Luis Zapatero. L'actualité économique, la bourse a refermé aujourd'hui une année catastrophique, on peut le dire. C'était la dernière séance et regardez le bilan, moins 42,68% en 2008. Cela signifie que si vous avez placé 100 € d'économie en début d'année, il ne vous en reste que 57. C'est bien l'année la pire depuis la création du CAC 40. Romain Messi, Alain Ritchie. De janvier à décembre, des chiffres et le signe négatif devant. 2008, année noire pour les bourses du monde entier. Au dernier jour de cotation à Paris, les petits actionnaires tirent un triste bilan. Le CAC a beaucoup perdu, donc moi aussi j'ai perdu. En 12 mois, le CAC 40 s'est effondré. Il a perdu 42,68% de sa valeur. La pire baisse de son histoire. Il y a eu des événements extrêmement graves qu'on n'a pas bien vu venir par négligence, notamment du côté des Américains. Ça a commencé avec les subprimes, l'immobilier, ça a enchaîné avec la crise dans les banques. Et c'est après la faillite de Lehman Brothers mi-septembre que la tempête financière va tout emporter. En France, les plus touchés sont les banques. L'action BNP a perdu 59,2% en 2008, la Société Générale 61,1%. Un désastre également dans le secteur automobile, moins 76,6% pour l'action Peugeot, moins 80,9% pour Renault. Partout dans le monde, des marchés en déroute et un constat, il manque un pilote aux commandes de l'avion. Cette année, on a été à plusieurs reprises au bord du précipice et il n'est pas normal que le sort de la planète économique et que le sort de la planète financière dépendent de quelques entreprises, de quelques personnes qui échappent à tout contrôle. Donc le grand enseignement, c'est celui-là. En attendant, face à l'accumulation des mauvaises nouvelles économiques, rien ne dit que le cauchemar financier de 2008 ne s'offrira pas une suite en 2009. Et si en cette fin d'année les investisseurs ont déserté les salles de Wall Street, les Français, eux, affluent à New York. Explication, le dollar est resté très bas par rapport à l'euro. En plus, il y a les soldes. Réveillonner aux États-Unis n'a jamais été aussi bon marché. Reportage Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffrio. La glissade de Wall Street en 2008, rien à voir avec celle des patineurs new-yorkais. Ils évoluent sur la glace sans chute sérieuse. La crise réjouit même les touristes. Côté solde, c'est la culbute. C'est très intéressant, très intéressant. La plupart des magasins donnent presque 75% de réduction. Et en plus de ça, ils vous envoient à la maison, si vous avez une carte de leur magasin, un 15% de réduction. Alors ça fait que vous ne payez presque rien. Direction ce grand bazar, les meilleures affaires de New York selon les spécialistes. Une caverne d'Ali Baba pour fouineurs compulsifs. J'ai vu des prix, donc cachemire, là on est dans les rayons des cachemires, des prix de $600 affichés, $600, réduits à 100, 110, ça fait quand même une sacrée réduction. Donc c'est très intéressant de ce côté-là, mais est-ce que vraiment on en a besoin? Autre Eldorado, les magasins d'électronique. Ce Français sort les bras chargés de sacs. On s'est fait plaisir pour quelques jours là et on a oublié la crise. Mais les fous de solde se passent sous le manteau des tuyaux bien gardés. Le bus 111, un bus poussiéreux pour l'État du New Jersey, au prix cassé, à 20 minutes à peine de New York. Pas de Français au parfum aujourd'hui, mais des Allemands. L'euro est toujours fort face au dollar. Nous espérons trouver des vêtements moins chers qu'à Manhattan. À l'arrivée, 230 boutiques de marque dans un même complexe. Tout est trop grand pour moi. J'ai besoin d'une taille moyenne. Il n'y a que des super tailles, ça ne va pas du tout. Les soldes, un loisir décevant parfois. Mieux vaut peut-être choisir une comédie musicale sur Broadway. Mais certains spectacles ferment, la faute à la crise. Ici, New York n'est plus tout à fait New York. Et on en vient à cette soirée de réveillon en France.
Côté sécurité d'abord, c'est malheureusement devenu une habitude. On craint la casse et les incendies. 7000 policiers ont commencé à patrouiller à Paris, dont 2000 ici pour les seuls Champs-Élysées. On l'évoquait hier, ils seront 35 000 dans l'ensemble du pays avec 16 hélicoptères au total. Image signée Alain Locasio. Attention aussi au retour à la maison après la fête. Un peu partout, les policiers distribuent des éthylotests pour que chacun puisse prendre conscience de son état. Le tout apparemment dans la bonne humeur. Image ici de Montpellier. Rappelons que plusieurs dizaines de personnes meurent chaque année au cours de cette nuit du 31 décembre. Alors dans un instant, nous allons voir en direct comment ont démarré ces réveillons à Lille avec un repas offert à tous, à Paris avec un dîner de luxe ou encore à Marseille et même à Kaboul avec nos soldats. Juste avant, une interrogation. Là aussi, c'est un rituel, mais beaucoup plus agréable. Le SMS est devenu le moyen le plus utilisé pour se souhaiter la bonne année. L'an passé, 250 millions de messages ont circulé en quelques heures seulement. Alors, comment fonctionnent les réseaux pour assurer un tel débit? Reportage Florence Mavic, Frédéric Pasquette. À minuit tapante ce soir, ce n'est pas le temps qui va brusquement s'affoler, mais votre téléphone portable. 50 millions. Voilà le nombre de SMS échangés l'année dernière, en l'espace d'une heure, par les Français. Soit 13 900 textos à la seconde. Et pour 2009, ça s'annonce aussi chaud. Quarantaine, cinquantaine, je sais pas. Je sais pas combien j'ai de contacts, je dois en avoir une centaine. Moi, je suis limité à 30 textos, donc... Exactement. Pour éviter carambolage et embouteillage monstre au royaume des textos, dans les centres de contrôle des réseaux, on multiplie le personnel de surveillance et l'on booste les capacités des ordinateurs, histoire de garder les autoroutes technologiques le plus fluides possible. Si on commence à rentrer en sur-régime, nous allons stocker les SMS plutôt que de les transférer sur le réseau, ce qui va amener à les différer de quelques minutes dans le temps, mais nous permettra de ne pas prendre de risques. Des millions de vœux électroniques, ça doit faire aussi des millions d'euros dans la poche des opérateurs, non? Faux calcul, répondent ces derniers. La plupart des clients accros au SMS ont maintenant des forfaits illimités, des forfaits des packages de SMS, et où ils peuvent, par exemple avec une carte prépayée en SMS illimité, envoyer gratuitement autant de SMS qu'ils le veulent pendant toute la nuit. Pas envie de contribuer au record annoncé de 300 millions de textos pour le 1er janvier. Il vous reste le charme indémodable des cartes de vœux. Et on entame maintenant notre tour de France des réveillons. Comment fête-t-on cette année 2009? Première étape, le Nord, le pays des ch'tis. Bonsoir Elsa Palot, vous êtes en direct de Lille, au milieu d'un réveillon gratuit, ouvert à tous ceux qui sont dans le besoin. Apparemment, la fête a commencé. Ben écoutez, vous le voyez, vous l'entendez sans doute, effectivement, il y a déjà beaucoup d'ambiance ce soir dans cet ancien théâtre prêté par la ville. On attend 260 invités pour ce réveillon solidaire où tout est gratuit. Alors les invités, ce sont des familles en difficulté ou encore des personnes seules, mais ce soir on oublie tout. Alors on va parler foie gras, saumon, huîtres, dinde bien sûr, comme Carole qui est venue ce soir avec ses 7 enfants. Bonsoir Carole. Pour quelle raison vous êtes venue ce soir? Je suis venue parce que je n'ai pas les moyens à la maison de me permettre de payer le bon repas qu'on va avoir ce soir. Donc je suis venue avec mes enfants, des amis, et que je peux éventuellement faire ça Et sinon, vous auriez fait quoi? J'aurais resté à la maison, regarder la télévision, et après on aurait été resté couché. Écoutez, voilà. Carole, on vous souhaite bien sûr un très bon réveillon, comme à toutes les personnes évidemment présentes ici à tout à l'heure. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux que de regarder la télévision. Merci Elsa et très bonne soirée à vous et à vos convives. On change de registre. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous êtes en direct d'un palace parisien et là c'est plutôt robe longue, nœud papillon et caviar. Oui, du caviar et puis bien d'autres choses encore, puisque le Meurice est l'un des plus beaux palaces parisiens. Alors ici, tout donne le tournis. Hein. Il fallait en fait avoir réservé il y a 3 mois pour avoir une place ici. Et puis, quelques chiffres, 200 couverts, des menus qui vont de 350 à 780 €. Et puis, dans les cuisines, eh bien, un grand chef, 3 étoiles au guide Michelin. Alors, Yannick Aleno, qui est en train de nous préparer justement quelque chose. Alors, Yannick, justement, qu'est-ce que vous nous préparez ce soir? Qu'est-ce qu'il y a dans ces menus extraordinaires? Ce soir, dans le menu, nous avons l'œuf caviar qui est pris entre 2 fines tranches de pain et du caviar dessus, une gelée de pommes à l'anis pour rafraîchir. On a fait un homard à la cheminée ou un pigeon en croûte de chocolat ou des sucreries un peu truffées ce soir. Il faut faire rêver en fait ce soir. On doit se faire rêver et puis je crois que c'est une période assez particulière, donc on doit bien évidemment mettre sur table les plus beaux produits français. Alors vous voyez, ici c'est le coup de feu, c'est quoi la consigne ce soir pour tous les cuisiniers qui sont ici? Là la tension va rentrer à son apogée, on va partir pour 4 heures de service, on a près de 200 clients ce soir, donc on va essayer de satisfaire tout le monde et après... on ira nous aussi faire la fête. Bon, je vais peut-être rester ici, moi. Voilà, David. Nicolas, c'est plein? Le restaurant est plein?
Oui, bien sûr, comme je vous le disais, il fallait réserver 3 mois à l'avance. Donc vous imaginez qu'en fait ici, ce sont forcément des gens qui ont eu envie de venir ici et puis qui ont envie de passer une soirée dans un cadre absolument exceptionnel. Voilà pour le raffinement et on est sûr que vous allez passer une bonne soirée. Bon appétit, Nicolas. Direction Marseille maintenant pour un réveillon couleur locale sur les quais du Vieux-Port. Bonsoir Stéphane Despinois. Y a-t-il de la bouillabaisse au menu ? Bonsoir David, et bien pour l'instant pas encore de bouillabaisse mais surtout des tapas puisque l'ambiance est en train de monter ici. Les gens sont dans un cadre très sympathique puisque vous savez qu'ici nous sommes dans le bar qui a été rendu célèbre par Marcel Pagnol. Alors j'ai à mes côtés Chloé, on va lui demander ce qu'elle fait ce soir pour ce réveillon. Chloé, qu'est-ce que vous faites ce soir? Eh bien je vais au restaurant avec mon fiancé. Ah voilà, donc des histoires amoureuses ce soir sur le Vieux-Port. Je vais demander aussi à Pierre ce qu'il a prévu puisque les 12 coups de minuit seront donnés dans 3 heures. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le passage à 2009? Alors, il est prévu qu'au passage de 2009, open bar au bord de la Marine, pendant 10 minutes par contre. Alors 10 minutes à ne pas rater ici sur le Vieux-Port de Marseille. Vous avez compris que si vous voulez des petites bulles, il faut se précipiter ici dans ce cadre très sympa où l'ambiance est en train de monter un petit peu. Bonne année. Merci Stéphane, une très bonne soirée à vous aussi. Et pour terminer cette tournée, nous partons beaucoup plus loin, en Afghanistan. Bonsoir Gérard Grisbeck, vous êtes aux côtés des soldats français qui réveillonnent. Et là-bas, en raison du décalage horaire, on est presque en 2009. En fait, ce sera dans quelques secondes puisqu'il y a 3h30 de décalage, c'est bien ça? Et oui, effectivement, David, on va rentrer dans la nouvelle année et vous les entendez derrière moi. Ces soldats, ce sont 300 parachutistes venus de Tarbes et de Carcassonne sur cette base militaire française de Tora à 50 km de Kaboul. C'est une base tout à fait symbolique puisque c'est de là que sont partis les soldats qui ont été tués dans l'embuscade au mois d'août dernier. Donc il y a un peu d'émotion ici. Il y a évidemment une grande joie parce que ce soir, c'est effectivement une soirée de réveillon. On a mis entre parenthèses toute cette guerre ici d'Afghanistan. Eh bien, le repas a été amélioré, on a mangé de la dinde, on a bu du vin, on n'a pas bu des sodas. C'est le ministre de la Défense qui est parmi eux, qui a amené du champagne. Donc d'ici 1 minute peut-être, on va ici déboucher le champagne, on va pouvoir manger cette bûche de Noël. Et puis, effectivement, ça y est. Bonne année à tous, donc d'Afghanistan, de Kaboul. Vous savez, ici, vraiment, il y a une grande mobilisation. Ils sont en train de faire le décompte derrière moi. Ouais, on va rester avec vous, Gérard, même si l'image est moyenne. Voilà. Ah bah ça y est. Effectivement, nous sommes en 2009 maintenant. Ici alors on à vous Kaboul. souhaite. Mais ça va durer une demi-heure parce que demain les patrouilles reprendront. Mais ici, il y a à la fois les soldats, les gradés, on est tous ensemble. Il y a même le général français, le général Stolsteiner, qui dirige les troupes de l'OTAN ici sur Kaboul. Merci Gérard et bonne année à vous puisque là-bas, on peut le dire maintenant, ça n'est pas encore le cas en France. Après les montagnes afghanes, un peu de rêve maintenant dans les montagnes françaises. Un rêve luxueux pour des vacances à la neige, très luxueux même. À Méribel, en Savoie, la station propose de grands chalets, 350 mètres carrés, avec spa, sauna et gouvernante. Un petit détail, le prix, 42 000 € pour une semaine. Oui, une semaine. Eh bien, tout est plein. Denis Sébastien, Jean-Claude Martin. Luxe et confort, au pied des pistes, au cœur du domaine des Trois-Vallées. À votre santé, madame. Je vous souhaite un très bon séjour. La famille Caroula, de riches industriels espagnols, est venue au complet, ou presque, 13 personnes en tout. Pour les accueillir ce soir-là, le patron de l'agence qui a loué le chalet, en personne, il met les petits plats dans les grands. Des clients qu'on bichonne et qu'on souhaite voir revenir dans notre station. 42 000 € la semaine de location, on comprend le zèle déployé pour l'accueil. À ce prix, une gouvernante s'occupe de tout, des courses, du ménage, de la préparation du goûter ou de petit déjeuner, visite guidée des lieux. Ici, c'est la pièce détente, avec donc le coin home cinéma. Et puis, dans cette partie, nous trouvons le hammam. 350 mètres carrés au total, sur 4 étages, 6 chambres, tout équipées de salles de bain. Nous leur offrons, avec ce type de chalet, les prestations d'un hôtel 4 étoiles. Concilier le luxe et l'atmosphère familiale, voilà ce qui a motivé le choix de cette famille venue de Barcelone. C'est mieux que l'hôtel. Quand nous avons arrivé, après une demi-heure, ils disent ça c'est comme être dans la maison. C'est pas bon marché, absolument. Peut-être c'est encore plus cher, un peu plus cher que l'hôtel, mais je crois que ça vaut le coup de venir au chalet. Oui, absolument. La crise n'a semble-t-il pas encore atteint les pentes de cette station chic,
fréquenté à 60% par des étrangers. Des chalets de luxe à louer, il y en a des dizaines et tous sont occupés actuellement. Deux images encore. D'abord ce clin d'œil. Les habitants du village de Carla dans le Cantal viennent de demander un jumelage avec la ville de Bruni en Italie. Eh oui, Carla, Bruni. Il fallait y penser, l'humour est parfois la meilleure manière de faire parler de soi. Et puis rappelons que 2009 a déjà commencé, pas seulement en Afghanistan où nous étions il y a un instant, mais aussi ici en Australie, à Sydney, avec ce gigantesque feu d'artifice. 1,5 million de personnes dans les rues, 5 tonnes de fusées, 3 millions de dollars de budget. Image aussi de Hong Kong, où là-bas aussi on est passé en 2009 avec là aussi un gigantesque feu d'artifice. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, les vœux de Nicolas Sarkozy aux Français. Les difficultés qui nous attendent en 2009 seront grandes, a dit le président de la République, qui indique qu'il n'est pas question d'arrêter les réformes, hôpital, formation professionnelle, recherche, réforme du lycée et procédure pénale, a notamment indiqué le chef de l'État. C'est la fin de ce journal, fin de cette année 2008 aussi. Très bonne soirée à vous, même et surtout si vous êtes seul. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50, le plus grand cabaret du monde sur son 31, avec Patrick Sébastien qui va vous accompagner toute cette soirée. Bon réveillon et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Vous nous disiez les 10 ans du plus grand cabaret.